Monsieur Vernochet, comme vous savez, les négociations euh, entre l'Iran et le groupe 5 plus 1 se sont terminées à Genève hier. Est-ce que vous avez constaté lors de ces négociations un changement d'approche de la part des pays occidentaux envers l'Iran, ou bien il s'agit toujours de la poursuite de la même politique, à savoir la politique de la carotte et du bâton? Écoutez, très sincèrement, je n'étais pas à la table des négociations lundi 6 décembre. Il y a eu 10 heures d'entretien quasiment ininterrompus. Je pense que d'ailleurs il ne s'agissait pas vraiment de négociations, mais de poser les conditions d'une reprise du dialogue qui doit se poursuivre, nous le savons, fin janvier à Istanbul. Mais personnellement, sauf bien sûr à ce que nous soyons trompés, il y a des signes positifs. Madame Clinton à Bahreïn, la veille, le dimanche 5 décembre, s'exprimant devant les micros de la BBC, déclarait que les États-Unis seraient éventuellement prêts à admettre l'enrichissement de l'uranium par l'Iran dans le respect des dispositions et de ses obligations internationales. C'était une avancée tout à fait significative au moment même où l'Iran, de son côté, annonçait son autosuffisance, sa capacité à fabriquer, à produire un uranium utilisable dans ses centrales civiles. Il faut dire que le contexte de la négociation, plutôt de cette rencontre, était un contexte difficile après deux attentats qui avaient coûté la vie à un scientifique iranien dans le domaine scientifique, dans le domaine nucléaire, mais il y avait eu un autre assassinat en janvier. Donc il y a une politique quand même dure. On ne sait pas bien sûr qui pilote cette politique, mais enfin on peut s'en douter. Je pense que d'ailleurs l'attitude de Mme Clinton reflète celle du sommet de l'État américain de M. Obama, qui pratique ou qui entend pratiquer peut-être contre vents et marées, une politique de la main tendue, en tout cas de l'ouverture, qui ne s'est pas démentie et qui bat en brèche celle des faucons, ou en tout cas des va-t-en-guerre, ceux qui prôneraient toujours, mais aujourd'hui mezzo voce, une action militaire contre les installations nucléaires iraniennes. Ces gens existent toujours, le camp est toujours là, il se tient en embuscade, mais aujourd'hui, sur le devant de la scène politique, ce ne sont pas ces gens, ces extrémistes qui semblent avoir véritablement le vent en poupe. Merci infiniment, Monsieur Vernochet. Les Occidentaux, les membres du groupe 5 plus 1 avaient déclaré, avant même les négociations, vouloir se concentrer sur la question nucléaire. Alors, à l'issue des négociations, les deux parties se sont déclarés favorables à la poursuite ou bien à la reprise des négociations sur la coopération concernant des questions d'intérêt commun. Est-ce que cela signifie que pour les Occidentaux, la question nucléaire iranienne est désormais une question, un dossier clos, et que les Occidentaux, en effet, devraient et acceptent toujours, en effet, de traiter avec une puissance régionale incontournable, M. Vernochet? Et écoutez, on a le sentiment que les choses ont quand même un peu progressé. J'ai fait référence à ces propos de Mme Clinton la veille de l'ouverture de cette reprise de dialogue, mais il ressort d'après
les commentaires à l'issue de cette rencontre mardi que les occidentalistes, je ne vais pas dire les occidentaux, mais les occidentalistes, c'est-à-dire en fait les atlantistes, le camp atlantiste, européen et américain, américain et européen, sont déjà psychologiquement préparés à accepter, dans une certaine mesure, de reconnaître à l'Iran la capacité d'un certain enrichissement de ces matières fissiles. Donc c'est un grand pas. Mais il faut voir que derrière cette négociation sur le dossier nucléaire, qui, nous le savons, n'est au fond qu'un prétexte, et fondamentalement qu'un prétexte, se tient en toile de fond, nous avons le dossier irakien, et que le nucléaire est aussi un moyen de faire pression sur l'Iran pour tenter de trouver une issue qui soit honorable, qui soit admissible, si ce n'est honorable, mais en tout cas admissible pour les intérêts américains en Irak. Vous avez fait allusion il y a un instant au contexte difficile dans lequel les négociations entre l'Iran et le groupe 5+1 se sont déroulées, ce contexte de l'attentat terroriste contre 2 scientifiques nucléaires iraniens. Vous ne trouvez pas que les résolutions anti-iraniennes soient en quelque sorte une liste des scientifiques nucléaires iraniens, en partie bien sûr, qui sont pris pour cible des attentats terroristes? Et en d'autres termes, que les services secrets étrangers soient impliqués en quelque sorte dans ces attentats récents? Écoutez, c'est pas compliqué, il y a un précédent. C'est l'Irak de 2003, 2004, 2005. Je crois que fin 2004, nous avions eu l'élimination de plus de 170 scientifiques de haut niveau du domaine nucléaire, mais ailleurs, sans parler des défections. Et il y a eu une politique systématique de décapitation de l'élite irakienne, puisque le but de certains au sommet de l'État américain, je n'ai pas dit de tous, puisqu'il y a des fractures et des divergences profondes dans les politiques et dans les objectifs, mais pour ceux qui étaient des extrémistes, qui ont conduit volontairement, délibérément une politique du chaos pour allumer la guerre civile en Irak, c'était de faire revenir l'Irak 30 ans, 40 ans, 50 ans en arrière, puisque pour conduire à maturité un scientifique, il faut 20 ans ou 30 ans. Eh bien, 170 scientifiques irakiens ont été de la sorte éliminés. À bas bruit, plus lentement, cette même politique est aujourd'hui conduite contre l'Iran en essayant de l'affaiblir, d'affaiblir son potentiel humain. Et apparemment, les complicités existent. Faut-il les chercher? Mais elles sont présentes, sans dire que le ver est dans le fruit. Mais aujourd'hui, l'Iran n'est pas à l'abri de cette politique qui, petit à petit, essaye, ce sont des stratégies de contournement, des stratégies indirectes, d'affaiblir son potentiel humain et scientifique. Je crois que la chose est grave et mériterait d'ailleurs d'être dénoncée au niveau des institutions internationales, comme une manière, comme une pratique particulièrement odieuse de conduire une forme de guerre subversive. Merci encore, Monsieur Vernochet. Une toute dernière question peut-être. Alors, les deux parties, Monsieur Vernochet, ont convenu de reprendre les négociations sur la coopération au sujet des questions d'intérêt commun à Istanbul fin janvier. Qu'est-ce qui de nouveau va sortir de ces prochaines négociations? Parce que, j'insiste là-dessus, de la part des Occidentaux, des occidentalistes, M. Vernochet, il y aurait peut-être cette insistance que les prochaines négociations se concentrent en quelque sorte sur la question nucléaire, tandis que pour l'Iran, l'axe des prochaines négociations et des négociations actuelles, c'est la coopération au sujet des questions d'intérêt commun, notamment la sécurité régionale ou internationale. Ceci étant dit, est-ce que vous constatez encore des points de désaccord pour les négociations à venir?
Écoutez, comme je l'ai dit précédemment, le nucléaire est un préambule aux négociations sur l'Irak, qui sont la préoccupation majeure des Américains. Encore une fois, le dossier nucléaire n'est qu'un prétexte, et aujourd'hui, le camp occidentaliste est prêt à des concessions sur ce domaine. Puisque, encore une fois, on sait très bien que l'Iran ne représente pas une menace, en tout cas pas une menace immédiate et pas une menace tout court, parce que je rappellerai, comme l'avait si bien dit le président Chirac, même si l'Iran disposait d'une arme nucléaire, ce serait une arme politique et psychologique, une arme de dissuasion qui ne serait pas destinée à l'usage. Parce qu'à partir du moment où l'Iran déciderait de se servir de cette arme qui n'est en fait, je viens de le dire, qu'un outil politique, eh bien l'Iran serait rayé de la carte du monde. Donc on voit bien que tout cela ne tient pas debout, mais pour les opinions publiques internationales qui sont prises en otage, c'est l'argument de la peur. Et l'on conduit les peuples par l'émotion, vous le savez. Ceci étant dit, il est vrai, comme le soulignait M. Thierry Meyssan, la politique aujourd'hui de M. Obama est celle de la négociation. C'est ce que l'on appelle le smart power. Il vaut mieux obtenir par des pressions, les pressions ce sont les sanctions aggravées qui sont intervenues à la suite d'une résolution des Nations Unies il y a maintenant 6 mois, mais sanctions aggravées à la fois par les États-Unis et par l'Union européenne. Dans le même temps, puisque M. Obama, même s'il est un tenant de la négociation, est un homme qui poursuit la politique d'armement des États-Unis. Nous sommes passés le budget qui sera voté prochainement, qui était de 400 milliards de dollars il y a un an, va passer à plus de 700 milliards de dollars pour l'année à venir. Donc vous voyez que les démocrates au pouvoir aux États-Unis ne sont pas des gens totalement neutres, qui renonceraient à l'économie de guerre, à l'économie, puisque aujourd'hui, en dehors d'Hollywood, la base économique des États-Unis, c'est son industrie de l'armement. Mais il s'agit au fond pour les États-Unis, et M. Meyssan l'a bien souligné, en quelque sorte de gagner du temps pour faire avancer, à partir en s'appuyant sur le dossier nucléaire qui est un moyen de pression, pour essayer de progresser sur d'autres dossiers, et principalement, je le répète, sur le dossier irakien et de la stabilité, d'une stabilisation régionale.